Oh, bonsoir chers téléspectateurs, merci de votre fidélité renouvelée à la télévision Futur Média. Avec nous ce soir, Maître Souleymane Ndéné Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Chérif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président de l'Union nationale pour le peuple, candidat à la candidature. Vous avez fait votre déclaration en fin septembre, un peu à la surprise du grand public, non ? Peut-être, oui. C'était une surprise. Oui, parce que personne ne m'attendait là. Absolument. Et vous avez donc déclaré votre candidature. Est-ce que ça résulte d'un désaccord avec le président Macky Sall ? Je vous remercie donc, Chérif Diop, de m'inviter à cette émission pour vous parler à la fois de ma candidature, de ses motivations, mais aussi du programme que je vais proposer aux Sénégalais. Ma candidature ne résulte pas d'un désaccord avec le président de la République. Le président ne savait pas que j'allais être candidat parce que je ne lui en ai pas parlé. Je me suis senti le devoir de présenter ma candidature eu égard à mon parcours politique, eu égard à mon expérience dans les affaires de l'État. Et donc c'est une candidature de devoir et du sens des responsabilités face à tout ce qui se passe dans notre pays. C'est une élection présidentielle et je me suis dit que je pouvais postuler à la candidature parce que j'ai une expérience, j'ai accumulé une expérience, j'ai un vécu, oui. Et donc je pouvais parfaitement participer à cette élection. Vous le dites vous-même, il faudra un cinquième président qui a blanchi sous le harnais. Et c'est ça vos motivations ? Non, si les Sénégalais, oui. Si les Sénégalais le souhaitent, si oui. Les Sénégalais le décident, le 25 février, ce sera le cas. Oui. Mais il appartiendra aux Sénégalais de choisir le meilleur profil possible parmi ces 236 personnes qui sont allées chercher leur fiche de parrainage. Alors, je vous pose la question concernant le désaccord, le supposé désaccord. Donc, vous me dites que ça ne résulte pas d'un désaccord avec le président de la République. Il n'empêche, vous avez quand même pris vos distances. On peut le dire, depuis un moment, vos positions sont d'ailleurs antinomiques à celles du gouvernement. Vos relations avec le chef de l'État sont-elles encore au beau fixe ? Oui, vous savez, mes relations avec le président de la République n'ont rien à voir avec mes prises de position politiques. Parce qu'il faut faire le départ entre les relations personnelles et les relations politiques. Moi, je suis un homme libre. Oui. Même quand j'étais au PDS, il m'arrivait de prendre des positions qui n'étaient pas nécessairement les positions partagées par la plupart des responsables du parti. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre ma candidature. Oui. Voilà. Par exemple, sur le cas Ousmane Sonko, vous avez toujours été clair. Ouais. Il doit participer à la présidentielle. Vous avez même dit à un moment qu'il devrait être amnistié puisque vous ne comprendrez pas pourquoi Karim Wade et Khalifa Sall pourraient participer et pas lui. Est-ce que vous maintenez ces propos ? Je maintiens cette position-là parce que j'ai pensé, peut-être naïvement, que si le dialogue national a été convoqué, c'était pour aplanir toutes les difficultés qu'il y avait sur le champ politique. Oui. Je ne croyais pas qu'on pouvait penser à créer les conditions de faire participer M. Khalifa Sall à la présidentielle ainsi que M. Karim Wade et puis laisser de côté M. Ousmane Sonko. Oui. Cela ne me paraissait pas juste. Oui. Or, moi je suis fondamentalement contre la justice, c'est pourquoi je suis devenu avocat. Oui. Et donc je ne comprenais pas qu'on ait pu aménager cette porte d'entrée-là pour M. Khalifa Sall et fermer la dite porte pour M. Ousmane Sonko. Sauf que ces deux formations ont participé au dialogue national. Oui, je pense qu'il ne s'agissait pas de dire que quiconque participe à ce dialogue national pouvait en tirer le meilleur profit et les absents. Non, il ne s'agissait pas de cela parce que le dialogue, c'est le dialogue. Oui. C'est le dialogue pour ceux qui sont là, mais aussi, c'est des idées qu'il fallait partager pour que, disons, un accord soit trouvé pour aller vers une élection apaisée. Oui. Et malheureusement, cela n'a pas été le cas. Alors, on va parler de votre programme. Moi, je parle de ces questions d'actualité parce que ces questions sont encore présentes. Le refus des fiches de parrainage, par exemple, vous vous êtes prononcé là-dessus. Pour vous, c'est un abus de pouvoir ? Non, je ne qualifierai pas cela d'un abus de pouvoir. Une décision a été rendue, une décision de justice, qui a été notifiée à l'autorité préfectorale, donc à M. le préfet de Ziguinchor, qui a certainement pu saisir le gouverneur
le gouverneur, le ministère de l'Intérieur, le service du fichier, n'est-ce pas? Et le service du fichier, la direction générale des élections. Oui. Parce que l'administration, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, je pense que monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle, Ayib Daffé, oui. le mandataire de M. Ousmane Sonko, oui, était bien fondé à aller chercher les fiches de parrainage pour M. Ousmane Sonko. Oui. Parce que, même si l'État du Sénégal a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance rendue par le président du tribunal d'instance de Ziguinchor, il faut se reporter à la loi 2008 qui organise la Cour suprême. Oui. Cette loi-là, en son article 37, énumère les cas dans lesquels le pourvoi en cassation est suspensif. Oui. Et en matière électorale, le pouvoir n'est pas suspensif. Donc, ce que la direction générale, le ministère de l'Intérieur en général, parce que je ne parlerai pas de cette direction qui est la tutelle de la DGE, a fait, c'est du diaïdolé. Purement et simplement. Oui. Ils sont en dehors de la loi. Puisque, donc, selon vous, la décision... Pas selon moi, selon la loi. Selon la loi. Donc, si vous voulez, la décision... L'article 37 de la loi organique sur la Cour suprême énumère les cas dans lesquels le pourvoi en cassation est suspensif. Donc l'ordonnance du tribunal de Ziguinchor a une force exécutoire. Exécutoire. Alors, vous avez déclaré qu'un profond malaise s'est installé ces 12 dernières années au cœur du pacte républicain durant votre annonce de votre déclaration de candidat à la candidature. Mais factuellement, qu'est-ce qui illustre ces propos selon vous? Alors, nous vivons tous au Sénégal. Oui. Je donne un exemple bête et méchant. Depuis quelques mois, les bateaux ne vont plus à Ziguinchor. Oui, la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor est interrompue. Absolument. Depuis quelques mois, toutes les demandes de manifestation sont systématiquement interdites. Oui. Depuis quelques semaines, tous les opposants qui parcourent le pays pour chercher des parrains sont interrompus à l'entrée des villes et des campagnes. C'est le cas de Khalifa Sall, de Malick Gakou, etc. La liste est longue. Oui. Alors tout cela dénote d'un malaise profond sur l'échiquier national. Je pense qu'il y a lieu de trouver une solution à tout cela pour que nous puissions tous aller à une élection apaisée et à chance égale. Parce qu'il n'y a pas de raison que le Premier ministre ait le droit de se promener au nord du Sénégal en compagnie du président de l'Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. On ne me dira pas qu'il est en tournée économique. Parce que je ne sais pas par quelle alchimie on pourrait me convaincre que le Premier ministre Amadou Ba, en tournée économique, pouvait s'accompagner avec le président de l'Assemblée nationale. Les pouvoirs au Sénégal sont en principe séparés. Je pense donc que pour toutes ces raisons-là, il y a lieu de dire que le pacte républicain est en train d'être rompu. Parce qu'il y a toujours 2 poids et 2 mesures. Oui. Et c'est une situation nouvelle en 12 ans je pense que c'est une situation nouvelle. C'est ce que nous vivons. En termes de manifestations interdites, en termes de perte en vies humaines dans les manifestations, en termes d'arrestation, je pense que c'est tout à fait nouveau. Je vous pose la question parce que j'ai l'impression de voir aussi un nouveau Souleymane Ndéné Ndiaye, puisque vous avez accompagné le président de la République. Pourquoi dénoncer cela maintenant? Je ne dénonce pas, je constate, je fais constater. Je ne dénonce rien. Moi, je fais constater. Vous pouvez le dénoncer si ça déchire le pacte républicain. Je fais constater. Je le constate en même temps que vous et en même temps que tous les Sénégalais. Je constate que depuis quelque temps, le pacte républicain est rompu parce qu'il y a toujours 2 poids et 2 mesures. Alors quand on dit que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale, vous me dites aujourd'hui que ce n'est plus le cas au vu de ces faits-là. Il y a des éléments factuels qui permettent de dire que depuis quelque temps, il y a des dérives. Il y a des arrestations tous azimuts, il y a des manifestations interdites. Il y a qu'un Premier ministre est libre de parcourir le Sénégal sans problème, alors que les opposants qui sont dans le même jeu politique n'ont pas cette possibilité. Oui, mais ce qui est gênant, c'est que ça ne date pas de ces dernières 48 heures. Pourquoi c'est maintenant que j'ai l'occasion de le dire. C'est maintenant qu'il faut le dire. Parce que c'est maintenant que j'ai l'occasion de le dire, parce que c'est maintenant que je suis candidat à l'élection présidentielle. Et c'est le moment d'en parler. C'est le moment d'en parler. La République est mise en péril, alors. Alors, je ne sais pas si la République est mise en péril ou pas, mais en tout cas, le pacte républicain est en train d'être rompu jour après jour. Depuis quelques semaines.
Très bien. Dans votre déclaration toujours de candidat à la candidature, vous avez fait une dichotomie entre la vraie démocratie que vous voulez restaurer et le rituel démocratique. Est-ce que vous pouvez étayer ces propos? Vous savez, le rituel démocratique suppose l'organisation à temps d'élections. Mais ce n'est pas cela la démocratie. Parce que la démocratie, c'est une œuvre continue de tout le temps, de tous les jours. Mais ce n'est pas parce que dans un pays, à temps voulu, il y a des élections qu'on pense que ce pays est démocratique. Oui. Donc c'est justement le résumé de... On est loin de la démocratie. On en est loin. Ça, il faut le reconnaître. Hein. On en est très très loin. Donc on a régressé en termes démocratiques. Je ne sais pas si c'est à moi à dire qu'on a régressé ou pas, mais le constat pourrait être fait par tous les Sénégalais. Oui, mais dans le constat, on peut remonter, puisque Souleymane Ndéné Ndiaye, vous êtes quand même aux affaires depuis 20 ans, on peut le dire, puisque vous êtes le dernier Premier ministre quand même de Abdoulaye Wade. Donc vous avez fait 12 ans avec lui, voire plus même, puisque vous l'avez rencontré en 1978. Vous l'avez accompagné au pouvoir, vous avez accompagné le président Macky Sall. Vous êtes un peu comptable de tout ça quand même? Ah non, je ne suis comptable de rien du tout. Ah bon? J'ai été... Alors expliquez. Oui. J'ai accompagné le président Abdoulaye Wade de 2000 à 2012. Oui. J'ai accompagné le président Macky Sall de 2018 à nos jours. Oui. Mais je n'ai géré aucun ministère pour le président Macky Sall. Oui. Je l'ai accompagné parce qu'il m'a invité à l'accompagner pour le travail qu'il fait pour le Sénégal. Vous étiez dans la coalition présidentielle, non pas dans Benno Bokk Yakaar, mais dans la coalition. Oui. Une raison pour que vous me dites que je suis comptable du bilan du président Macky Sall. Donc en rien, vous n'êtes pas concerné par tout ce qui s'est passé. Pas du tout. Même quand vous étiez PCA de Air Sénégal. Air Sénégal, c'est autre chose. Oui, j'entends bien. Mais vous êtes un allié politique. La preuve, votre parti était même en léthargie. Vous l'avez mis en berne. Oui. Attendez. Avoir été avec le président Macky Sall ne m'autorise pas à revendiquer son bilan. Parce que je n'ai jamais été associé, ni de près ou de loin, à un acte posé dans le cadre de la gouvernance du président Macky Sall. Donc je ne peux pas revendiquer ce bilan-là. Je n'en suis pour rien du tout. Vous êtes un homme neuf? Non, je ne suis pas un homme neuf. Au contraire, je suis un jeune vieil homme. Voyez-vous, un vieux briscard. Voilà, un jeune vieil homme. Alors, donc ce que je dis, je le dis en toute objectivité. Je n'invente rien, parce que nous sommes tous ici. Nous avons été là quand le président Wade était là. Nous sommes encore là, par la grâce de Dieu, en train de parler du bilan du président. On ne parle même pas du bilan, mais en tout cas des constats, des constatations. On peut en parler puisqu'il va partir. Bien sûr, il va partir. Le bilan, on en parlera. Mais moi, je parle objectivement de ce que j'ai vécu, de ce que vous avez vécu, de ce que les Sénégalais ont vécu. Ça, c'est des faits. De ce que les Sénégalais ont vécu avec vous en tant que dirigeant. D'accord, avec nous. Mais le président Abdoulaye Wade est parti. Avec vous-même au sens personnel, c'est ça aussi. Le président Abdoulaye Wade est parti le 25 mars 2012. Il a laissé un bilan que les Sénégalais ont apprécié dans un sens ou dans un autre. Vous vous rappelez quand vous avez rejoint le président Macky Sall, il y a eu ce débat de transhumance, vous vous êtes complètement braqué. Mais il n'empêche, vous êtes un allié, vous ne pouvez pas le nier. J'ai été un allié du président Macky Sall. Il m'a invité à le rejoindre pour le travail qu'il fait pour le Sénégal. Et je l'ai bien rejoint pour ce travail-là. Mais je ne peux pas être comptable du bilan du président Macky Sall. Parce que je n'ai jamais participé à une instance de décision où il fallait dire ceci ou cela dans un sens ou dans un autre. Mais c'est un peu comme on dit en Wolof, lek si tchereji te duma ci tax suuf. Ah non, lek ma ci tchereji. Ah bon? Non, lek ma ci tchereji. Ya tchere la lek tchereji kay bo ci lek moy fa ñuy décider nga tok fa. Man musuma tok fu ñuy décider. OK, vous n'avez pas été dans les instances de décision? Ah non, jamais. Jamais. J'ai été PCA de la compagnie Air Sénégal. Et Air Sénégal, c'est une compagnie naissante qui a démarré avec 2 ATR. À mon départ de cette compagnie-là, notre flotte était riche de plusieurs avions. Ça, on peut le dire. Au début, c'était Dakar-Ziguinchor, Dakar-Bissau, Dakar-Praia, aller-retour. Mais après, on a quand même mis en place un vol entre Dakar et Paris, entre Dakar et New York. Donc, notre compagnie nationale a pris de la hauteur et de la vitesse. Une compagnie naissante qui balbutie encore quand même. Qui balbutie, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une compagnie qui est là, qui est en cours debout.
Alors, on va parler de votre candidature et de votre programme. Voilà. Est-ce que vous ne pensez pas quand même que vous avez pris le train un peu trop en retard au regard de vos concurrents? Est-ce que vous n'avez pas pris un peu de retard? La haie du parrainage, par exemple, peut être haute pour vous, non? C'est peut-être cela votre position. C'est une question. C'est une question que vous me posez. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que nous faisons notre parrainage sans problème. Nous parcourons le pays sans beaucoup de bruit, sans cortège, sans affronter ou rencontrer la réticence des forces de sécurité, des forces de défense et de sécurité. Nous y sommes à notre rythme. Nous avons déjà parcouru plusieurs communes du Sénégal, pour ne pas dire plusieurs régions. Je suis rentré de la région de Kédougou, de Tamba, de Kaolack, de Kaffrine, il n'y a pas longtemps. On va parler de Kédougou. Demain. Je ne crois pas être en retard par rapport à Massamou ou à Mademba. Je ne sais pas. Mais en tout cas, le moment venu, je déposerai, ou je ferai déposer, n'est-ce pas, les parrains que nous aurons glanés à travers le Sénégal. Et puis, il incombera au Conseil constitutionnel de prendre la décision. Vous savez qu'il faut quand même un grand appareil. 44 000 à 58 000. C'est l'échelle. J'entends bien. 44 000, 58 000. Oui, mais voilà. pour gagner... Je ne vais pas vous dire maintenant combien de parrains j'ai glané entre dans les 7 et maintenant. J'entends bien, mais il faut quand même un grand appareil politique pour gagner une élection présidentielle. Oui, vous avez raison. Mais une élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et son peuple. Un homme ou une femme et son peuple. Un homme ou une femme et son peuple. Est-ce qu'une alliance avec votre famille originelle, le PDS, est envisageable derrière Karim Wade? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Je ne sais pas. Donc c'est envisageable? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour le moment, mon souhait, c'est d'être... de réussir le parrainage. Donc, d'avoir le minimum ou le maximum requis par la loi et de participer à la présidentielle. Alors, ça, c'est ça mon souhait. Parfait. Vous avez ciblé 3 enjeux principaux dans l'exploitation de nos ressources naturelles, mais aussi la chronicité, Souleymane Ndéné de la détresse de la jeunesse. Cela fait plus de 20 ans, je l'ai dit, que vous êtes aux affaires. Pourquoi au Sénégal, on n'arrive pas à rendre heureux, tout simplement, les jeunes? Alors, pourquoi on n'arrive pas à rendre heureux les jeunes? Je pense que votre question est un tout peu trop globalisante. Il est vrai qu'il y a une détresse des jeunes, parce qu'il y a un manque d'emploi des jeunes. Et ces jeunes-là, jusqu'à maintenant, pensent que l'Europe continue d'être un Eldorado, où il suffit d'y aller pour ramasser n'est-ce pas, de l'argent et revenir dans son pays. C'est un mirage. C'est un mirage. C'est un mirage, malheureusement. Et je pense que cela dénote aussi de l'échec des politiques de jeunesse, malgré ce qui a été dit et fait, malgré tout cela. Des politiques de jeunesse de ces 20 dernières années. Je ne peux pas dire de ces 20 dernières années, en tout cas des politiques de jeunesse. Parce que, oubliez un peu les 12 années du président Abdoulaye Wade, parce qu'on ne parle plus du président Abdoulaye Wade, on parle du président Macky Sall. Donc, ce qui est vrai, c'est que les politiques de jeunesse actuelles ne satisfont pas les jeunes. C'est la raison pour laquelle ces jeunes-là ont choisi l'aventure de la mer ou l'aventure du désert. Voyez-vous? Donc, il y a une détresse des jeunes. Moi, président du Sénégal, j'envisage une autre politique de jeunesse en mettant en avant plus de 557 projets agricoles pour les jeunes ruraux, des zones rurales, et pour les jeunes citadins qui envisageraient d'aller faire de l'agriculture ou de l'élevage. J'envisagerais de supprimer la loi de la communalisation universelle. L'acte 3 de la décentralisation. Que vous voulez abroger. Je l'abrogerai. Je remettrai en selle les régions. Mais on créera aussi des départements. 3 autres régions que vous voulez créer. Oui, 3 autres régions qu'on va créer. Mour, Podor, et Bakel. Parce que moi, je suis convaincu qu'il faut rapprocher l'administration des administrés, mais surtout, il faut créer des ensembles viables sur le plan culturel,
sur le plan économique et sur le plan géographique. Oui, mais restons un peu sur la jeunesse plutôt. Je parle de bien-être et pourquoi les jeunes ne sont pas heureux au Sénégal, puisqu'en réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Quand vous avez suivi les chiffres tout à l'heure dans le journal, en 2023, 15 pirogues ont été arraisonnées dans les eaux territoriales marocaines avec plus de 1500 personnes à leur bord, dont 1237 passagers d'origine sénégalaise. Il y a eu la nuit dernière, plus récemment, 616 migrants qui ont été arrêtés. Au 24 septembre, oui. Il y a eu 14 000 jeunes qui ont atterri dans les îles Caraïbes, dans les Caraïbes. Et sur ces 14 000-là, 90% sont des Sénégalais. Oui, mais donc on n'arrive pas à trouver la source du mal. C'est ça le problème. La source du mal, il y a d'abord ce mirage-là de l'Europe, mais il y a surtout que le taux de chômage est extrêmement élevé au Sénégal. Il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas une structure sénégalaise, que ce soit l'ANSD ou la direction de la statistique, pour vous donner le taux exact du chômage au Sénégal. Personne ne connaît ce taux-là. Ces chiffres sont en deçà de la réalité. Bien au-deçà. Bien en deçà de la réalité. Personne ne peut vous dire que le taux de chômage au Sénégal est de 24 ou de 50%. Les chiffres sont sous-évalués. Il faut d'abord faire une étude sérieuse à partir seulement des écoles et des universités, voir de tous ces diplômés qui sortent des universités publiques, des écoles de formation. Même maintenant, les jeunes qui sortent des écoles de formation ne sont pas immédiatement employés par l'État. Alors, en plus des universités privées. Sans compter ceux qui viennent les Sénégalais qui viennent de l'étranger. Maintenant, à ce chiffre-là, il faut ajouter les jeunes qui n'ont aucune formation. Et tout cela réuni, mais font des centaines de milliers de jeunes qui sont en train de chercher... Vous insistez sur l'agriculture, mais malheureusement, l'agriculture ne fait pas rêver les jeunes. Vous dites aussi la force de la jeunesse sera canalisée et orientée vers les métiers et produits agricoles et de l'élevage, mais l'agriculture ne fait pas rêver les jeunes. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore vu un paysan qui vit honnêtement et heureusement de ses ressources. Parce que malheureusement, au Sénégal, les paysans sont laissés à eux-mêmes. Pourtant, l'État a fait des efforts. La campagne agricole, par exemple, ils ont mis 100 milliards. Ça c'est des chiffres. Méfiez-vous des chiffres. Méfiez-vous des chiffres. Allez-y dans n'importe quel village du Sénégal. Prenez votre micro, interrogez les paysans, demandez-leur si on leur a donné des engrais en quantité suffisante, des semences de bonne qualité. Est-ce qu'ils ont les terres terres enrichies, des terres viables, n'est-ce pas? Avant sa démission, Aly Ngouille Ndiaye avait annoncé que 40 des 100 milliards seraient alloués justement à l'achat de fertilisants. Moi, je vis dans un village. Ce sont les chiffres officiels. Attendez. Les chiffres officiels peuvent être ce qu'ils sont. Mais ils ne traduisent jamais la réalité sur le terrain. Si vous le dites. Mais bien sûr, parce que j'en sais que je suis dans un village, j'ai un champ d'arachide, j'ai un champ de mil. Je sais ce que c'est. Je n'ai pas vu une seule graine d'arachide distribuée dans mon village. Un seul sac d'engrais distribué dans mon village. Donc, méfiez-vous des chiffres. La vérité, c'est que le paysan sénégalais est laissé à lui-même. Il n'y a plus d'encadrement. La SODEVA a été dissoute depuis longtemps. Aujourd'hui, il n'y a même plus de structure pour aller vérifier la qualité des terres, pour voir le rendement. Personne ne peut vous dire qu'un hectare de terre, avec de l'arachide, n'est-ce pas, semé dans un hectare de terre, puisse donner telle quantité. Alors que vous allez en Thaïlande ou dans un autre pays, on va vous dire qu'un hectare de maïs donnera comme rendement 13 tonnes. Ça n'existe pas au Sénégal. Vous insistez sur l'agriculture et pourtant ce n'est pas actuellement en tout cas le secteur qui crée le plus de richesse. Le secteur qui crée le plus de richesse c'est le secteur tertiaire. Oui, parce que nos produits sont vendus à l'état brut. Or, ces produits transformés, parce que moi, quand je parle d'agriculture, je parle toujours de transformation des produits agricoles. Tout à fait. Parce que quand vous transformez les produits agricoles, vous donnez de la richesse, de la valeur ajoutée à ces produits agricoles-là. Et donc, vous enrichissez encore davantage le paysan. Mais quand vous prenez l'arachide coque que vous vendez, mais le kilogramme sera à 225 francs. Or, un exemple très simple. L'arachide décortiqué coûte plus cher, le kilogramme d'arachide décortiqué coûte plus cher que le kilogramme d'arachide coque. Le kilogramme d'arachide décortiqué, gerte caaf, 1 kilogramme de gerte caaf coûte plus cher
que le kilogramme d'arachide décortiqué. Vous êtes un Saloum, donc je vous crois. Voilà. Non, non, mais ça, il ne s'agit pas de... Ce sont les chiffres, absolument. Donc, plus vous transformez le produit, plus vous lui donnez de la valeur. Alors, le taux de vulnérabilité est de 55%. Ce sont des chiffres encore officiels. Vous n'aimez pas ces chiffres, mais malheureusement, ce sont les chiffres officiels. Là où le taux de pauvreté avoisine 38%, les taux de pauvreté et de vulnérabilité sont très élevés. Environ 14% dans les territoires, dans 6 régions, notamment Tambacounda, Kolda, Matam, Kaffrine, Sédhiou et Kédougou. Kédougou, où 16 tonnes d'or ont été exploitées en 2022. Comment faire pour que l'exploitation des ressources naturelles profite davantage aux populations autochtones? Ce qu'il faut faire, c'est contrôler la chaîne depuis le départ jusqu'au produit fini. Je vais vous dire, l'État du Sénégal est absent sur tout le processus. Ah bon? Il y a une étape à partir de laquelle la société minière appelle les autorités administratives, les autorités douanières, les autorités des services de l'environnement, etc. Pour venir constater ce qui a été extrait du sous-sol. Oui. Est-ce que ce qui a été déclaré ou ce qui est déclaré correspond réellement à ce qui a été produit? Je n'en sais rien. Je pense donc qu'il y a lieu de revoir les contrats de concession de mines pour que l'État du Sénégal puisse être présent du début à la fin du processus. Oui. Et de cette façon-là, on pourrait peut-être savoir exactement quelle est la production. Et puis ensuite, que cette production profite aux populations autochtones. Oui, bien sûr. Aux autochtones, aux populations autochtones. Tout à fait. Et surtout à travers la responsabilité sociétale d'entreprise. Figurez-vous que la route entre Bembou et Sabodala n'est pas bitumée. 87 km. Oui. Depuis le temps qu'on parle d'exploitation minière. Parce que ces sociétés minières-là n'empruntent pas cette route. Il y a toujours un avion pour venir récupérer et partir. Vous êtes vous-même installé à Kédougou? Je suis installé à Kédougou. Et vous avez suivi notamment les problèmes de Khossanto. Oui. Comment expliquer cette situation sur place? Alors, d'après mes informations, une autorité administrative s'est réveillée un jour pour décider de changer le mode de recrutement du personnel d'appoint, n'est-ce pas, dans les mines. Avant son arrêté, c'était les chefs de village qui présidaient ces comités-là de recrutement. Mais alors subitement, il change les règles du jeu en se faisant lui-même président du comité. Avant de revenir à soulever beaucoup de problèmes. C'est le ministre de l'Intérieur qui est venu, qui a rétabli justement la règle. Antoine Diome à l'époque. Voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Et il n'y a pas eu d'incident à Khossanto. Il y en a eu à Tomboronkoto, où un jour, un matin, les populations se sont réveillées avec 100 ou 200 gendarmes qui circulaient dans le village. Et avec des Chinois qui se mettaient à tester partout l'existence ou non. Et ça crée des frustrations tout simplement. Vous, président de la République, comment changerez-vous la vie de la jeunesse? C'est la dernière question. Alors, moi, président du Sénégal, comment je changerai la vie de la jeunesse? Je pense que la jeunesse participera à la gouvernance du pays. Non pas à travers un ministère de la jeunesse, mais à travers les changements institutionnels qui seront mis en place pour que les jeunes soient présents aussi bien à l'Assemblée nationale, parce que les jeunes du Sénégal, du point de vue démographique, représentent plus de la moitié de la population. Absolument. Alors donc, je pense qu'il n'est pas, qu'il serait de bon aloi que les jeunes soient impliqués à la fois dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, toutes les gestion de décision, dans la gestion du pays. Et je ne peux pas comme ça détailler ce que je vais faire. Les politiques. Voilà. Très bien. Souleymane Ndéné Ndiaye, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On est très heureux de vous avoir reçu. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'était Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.